Bonjour, c'est Style Comics et je trouve enfin un petit peu de temps pour faire une vidéo et une vidéo sur un artiste que vous connaissez peut-être, mais qui n'est pas une superstar hyper connue et qui s'appelle Doug Mahnke. Alors c'est un artiste que j'ai découvert justement dans les années, enfin, fin des années 90, début des années 2000, avec ce crossover que je vais vous présenter entre Lobo et le personnage de The Mask. Alors on est quelques années après la sortie du film avec Jim Carrey. Et à l'époque, donc j'étais vraiment très fan du film et je connaissais pas du tout le personnage dans les comics. Donc lorsque je suis tombé sur ce crossover et que je l'ai feuilleté, et vous allez voir pourquoi au niveau des dessins, ça m'avait vraiment captivé. Ben, je me suis précipité dessus, c'était en deux numéros et c'est scénarisé par John Arcudi et Alan Grant. Alors John Arcudi, vous le connaissez peut-être, c'est un scénariste qu'on a beaucoup vu bon, chez Marvel, chez DC et pas mal dans l'univers d'Hellboy. Alan Grant aussi, c'est un scénariste qui nous a quittés il y a quelques temps déjà et qui est assez connu pour avoir bossé sur Batman, sur 2000 AD, donc sur Judge Dredd. Et puis Doug Mahnke, je l'ai découvert un petit peu sur cette série qui est collectée dans ce trade. Alors, dans ce trade, il y a trois histoires. Il y avait ce crossover avec le Joker que j'ai pas lu. Le style de dessin a pas l'air inintéressant, mais c'est pas ce qui m'a vraiment frappé. Il y a ce crossover avec Grifter qui, vraiment, je pense, est le reflet de son époque, puisque clairement, on voit au style de dessin que ça ressemblait vraiment, vraiment au style Wildstorm, en tout cas à tous les clones ou pseudo-clones de Jim Lee qui sortaient à l'époque. D'ailleurs, même ce plan ici avec Grifter ressemblait comme deux gouttes d'eau à une des premières images de Grifter dans la série qui lui était consacrée. Donc pareil, je passe assez vite là-dessus, si ce n'est qu'il y a des couvertures plutôt sympas par Kyle Oates, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Souvent sur Twitter, je relais ses images, qui est plutôt spécialisé dans des trucs un peu horrifiques. Voilà, c'est pas encore le style le plus abouti ce qu'il peut faire aujourd'hui, mais je trouvais ça plutôt cool. Donc je passe rapidement sur ce crossover qui a pas l'air vraiment extraordinaire, mais bon, c'est jamais au niveau de l'histoire. Je le lirai plus tard. Et surtout, je m'arrête pour vous parler de Lobo versus The Mask, qui est vraiment une petite merveille au niveau de l'histoire, au niveau de l'humour, visuellement aussi, vous allez voir. C'est vraiment ce qu'on peut attendre de la rencontre de ces deux personnages, à savoir de la folie pure, du gore, de l'ultra-violence, de l'irrévérence. Vraiment, c'est un crossover qui va à l'essentiel et qui est vraiment, vraiment très, très drôle et en plus particulièrement bien dessiné. Donc je vais essayer de vous présenter quelques pages et puis essayer de vous dire aussi ce qui à l'époque m'avait marqué et ce que j'aime dans le style de Doug Mahnke. Même si aujourd'hui, et notamment sur ses derniers travaux, je pense à Swamp Thing qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Swamp Thing Green Hell. J'ai feuilleté un petit peu, on retrouve certaines choses que j'aime bien dans son style, mais c'est vrai que c'est pas forcément aussi poussé. Mais le gars a fait quand même beaucoup, beaucoup de trucs très très cool. Il est passé sur Superman, il est passé sur la Justice League aussi, il a fait tout un run sur la Justice League que je n'ai pas encore lu mais que j'ai acheté. Et aussi, il a bossé sur Green Lantern, et notamment dans la période Blackest Night, où là, son style, on va voir un peu crade, très chargeant de détails, très, comment dire, avec beaucoup de texture, convenait, je trouve, vraiment pas mal à l'histoire. Et puis, il a bossé chez Dark Horse un peu, il avait fait alors, je sais pas si c'était en Creator Own, en tout cas une série qui s'appelait Major Bummer, mais qui est assez dure à retrouver. Et puis il a navigué un petit peu entre Marvel et DC, mais ces dernières années, je crois qu'on l'a surtout beaucoup vu chez DC, qui semble lui accorder en tout cas des projets qui l'intéressent davantage. Donc là, à l'époque, c'était juste deux numéros, je crois que d'une une quarantaine de pages. C'est une histoire complète. Et là, pour le coup, moi, je vous invite vraiment à découvrir, parce que je vais spoiler beaucoup de trucs, donc arrêtez cette vidéo, allez l'acheter, lisez-le. C'est sorti chez Urban dans l'édition qui a la même couverture d'ailleurs que ce que je vous ai montré au début avec le Joker et Batman, parce qu'a priori ça paraissait plus vendable. Mais c'est vrai que si vous avez feuilleté les premières histoires, ça vous a peut-être pas séduit et vous êtes peut-être passé à côté de ce troisième épisode qui vaut vraiment le coup. Enfin, cette troisième histoire qui vaut vraiment le coup. Et puis il y a aussi le fait que à l'époque c'était sorti chez Semic, je crois, et ça s'appelait DC Spécial. Je crois que je l'avais racheté comme ça aussi à l'époque. Mais c'est vrai que j'avais racheté la VO.
parce que, c'était vraiment, intéressant à lire. Les gags en anglais ou les surnoms que les personnages se donnaient étaient vraiment plutôt cool. Hem Et ça faisait partie du plaisir de lecture que de voir la façon dont les auteurs, faisaient des gags ou faisaient des jeux de mots avec, en anglais. Donc voilà, je me souviens plus trop si la VF était bien traduit. Si vous l'avez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je me souviens plus vraiment de ça. J'ai été beaucoup plus marqué par la VO, plus tard. Donc voilà, donc c'est une histoire qui est assez basique. En gros, ici, alors le personnage que l'on découvre ici, ce n'est pas Stanley Ipkiss, c'est Ira Staub, qui est un mec un petit peu loser, on le voit, qui attaque des petites vieilles et qui va se retrouver en possession du masque. On va le découvrir un petit peu après. Voilà, il va trouver le masque ici, dans la zone ici à gauche. Et puis, il s'avère que Lobo, donc chasseur de primes intergalactique, est lui envoyé sur Terre pour traquer une espèce de monstre qui ressemble évidemment beaucoup à The Mask et qui a dévasté des planètes, des galaxies, etc. Et donc on l'envoie pour aller le chercher et le ramener comme tout bon chasseur de primes. Et donc c'est comme ça qu'on découvre cette première pin-up magnifique de Lobo ici. Alors déjà on peut plusieurs choses ici sur ces deux planches qu'on voit qui pour moi caractérisent vraiment le style de Doug Mahnke. La première chose c'est qu'il a un style plutôt réaliste et en même temps on va le voir très cartoon. C'est-à-dire que en fait il arrive à avoir ce type de personnage avec des proportions délirantes et on va le voir, il va faire un Lobo de plus en plus surhumain et bâti au fur et à mesure et en même temps il arrive à faire une exagération, et notamment avec le personnage de The Mask qui s'y prête, des traits, des formes, des proportions, et on va le voir aussi au niveau des aliens. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment délirant dans la façon dont il design ses aliens. Et ce qui fait un petit peu le contraste, et je trouve son style très signature, c'est le fait que, à côté de ça, il met énormément de détails. Énormément de détails dans toutes les textures, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, si vous le lisiez peut-être à l'époque, Wizard, le magazine Wizard en fait qui sortait aux États-Unis, qui parlait de comics, il y avait 2-3 pages à chaque fois, un peu de tutos de dessin par différents artistes, et Doug Mahnke avait fait justement, je crois à 2 reprises d'ailleurs, des petits cours dans lesquels il expliquait comment il texturait et comment il travaillait justement au trait. Et là, on le voit que ce soit les pattes des insectes ici qui sont très très travaillées. On voit les poils de Lobo. On va voir aussi après au fur et à mesure, même ici, les textures de cet alien en vert. Voilà, ça apporte énormément de réalisme. Énormément aussi de volume. Là, on le voit notamment sur Lobo, mais on va le voir après sur les textures, voilà, de toutes les créatures. Ça aussi, c'est un truc dans lequel il excelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que Jason Aaron l'a choisi pour la nouvelle série Batman qu'il écrit. Je crois qu'il s'appelle Batman euh, Outworld, un truc comme ça, je crois, dans lequel Batman part s'entraîner dans la galaxie pour aller fighter des aliens. Alors voilà, c'est ce que j'ai compris du pitch. Je sais pas si ce sera plus élaboré ou plus subtil ou plus malin que ça. Mais en fait, du coup, ça permet à Doug Mahnke de revenir à quelque chose dans lequel il excelle, qui est le fait de dessiner des tonnes d'aliens avec des designs improbables, bien dégueulasses, et en même temps avec de la technologie, on va le voir, assez crédible. Et c'est vrai que cette alliance, en fait, entre ce style cartoonesque un petit peu exagéré, on va dire, de certains traits, là on le voit ici à l'expression de Lobo à gauche, ou même la visage de Ira ici, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment bien marcher dans cette série. Et pourquoi ça va bien marcher? Parce que les personnages, et notamment le personnage de The Mask, comme on le voit ici, a quelque chose de totalement cartoonesque. On le sait en fait, et notamment post-film, cet héritage du cartoon est très très marqué. Et donc ça va permettre d'avoir un artiste qui va aller très très loin dans la caricature. On le voit ici avec cet œil démesuré, ce petit nez pointu, le sourire démentiel. Et en même temps, le fait qu'il puisse amener ce degré de détail et de réalisme, là on le voit dans les textures de la poubelle, dans les murs, etc., ça donne en même temps, je trouve, beaucoup plus de crédibilité à toute la violence, à toute la, finalement, à l'action que l'on va voir en fait au fur et à mesure. Et puis aussi, c'est un vrai régal pour les yeux parce que il fait partie de ces artistes qui arrivent un petit peu comme Arthur Adams ou d'autres comme ça qui arrivent à vraiment bien doser
le degré de détail sans jamais vraiment étouffer la page et en gardant en plus une lisibilité de tous les instants. L'autre chose aussi que je trouve vraiment intéressant chez Doug Mahnke, c'est que c'est un artiste qui vraiment donne l'impression d'avoir peur de rien, qui semble vouloir bien pousser les potards à chaque fois, et puis qui possède beaucoup de fondamentaux. C'est-à-dire que vraiment, on ne le sent pas prisonnier ni d'une forme de storytelling, d'une forme d'anatomie, d'une forme de visage. Tout lui semble accessible. Et là, par exemple, sur cette double page, il y a vraiment, je trouve, plusieurs exemples de ça. Il y a effectivement, comme je disais, ce côté très réaliste et très crédible des aliens avec leurs armures, les designs en fait aussi, parce que rendre des créatures insectoïdes crédibles, c'est pas forcément évident. Et là, on voit que ce soit au niveau des designs des bras, des visages, enfin des gueules, quoi, c'est parfaitement crédible. Et en même temps, il va embrayer avec ce personnage de The Mask qui se transforme. Alors, d'ailleurs, je me suis demandé si ce petit pop vert, ça faisait référence à L'Homme Impossible, ouais, je crois que c'est ça. L'Homme Impossible de chez Marvel. Je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage que moi j'aimais beaucoup et qui peut-être a inspiré The Mask d'ailleurs parce que il est vert, il a une gueule allongée, il se déforme en plein de trucs. C'était un personnage qui était apparu dans les 4 Fantastiques et qui rendait dingue un petit peu tout le monde et qui avait la possibilité de se transformer. Je pense qu'il faisait un petit peu référence aussi à ce personnage de DC dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, qui est l'espèce de lutin pouvoir magique qui affronte Superman à plusieurs reprises et qui peut effectivement manier la réalité. Voilà, c'est une petite référence et peut-être que The Mask était un peu inspiré de ce personnage-là. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fois on retrouve, encore une fois, quelque chose de très caricatural et délirant, et en même temps, la case d'en dessous, moi que j'aime beaucoup ici, hop, c'est cet effet ultra dynamique en fait. Et ça, c'est aussi autre chose, c'est qu'il a 1000 façons de donner du dynamisme à son dessin. Et on le voit dans cette page sur plein de choses. Déjà, d'une part, cet impact, en fait, qui est absolument génial, puisqu'en fait, on comprend au fait que la masse se brise, que le coup est d'une violence incroyable au point qu'il il casse la masse. Et puis, la construction, en fait, du corps et la façon dont la posture est, The Mask et rend parfaitement bien cette violence. Et puis, c'est un autre truc qu'il fait aussi, que j'aime bien, c'est que, en fait, il saisit ce moment qui est juste après l'impact, mais vraiment une seconde après l'impact. Et en fait, on comprend la violence par le fait qu'il frise un peu l'image comme ça, et on voit tous ces petits éclats qui volent, ce qui nous laisse à penser vraiment de la violence en fait du coup, sans forcément s'être arrêté finalement peut-être là où d'autres l'auraient fait, au fait que juste avant qu'en fait que la masse ne se brise. Et ça, on va le retrouver avec d'autres effets. C'est quelque chose qu'il va faire plusieurs fois dans le comics. Ici, par exemple, on a toutes les formes d'énergie en haut à droite qui permettent de montrer vraiment comment les différents tirs détruisent le décor au-dessous. On voit, alors ça aussi c'est un autre aspect, hein, c'est que c'est un comics vraiment gore. Donc si c'est pas le genre de truc qui... Alors c'est pas du gore malsain, mais c'est quand même du gore bien graphique. Il y a des gags en plus extraordinaires, moi je trouve, avec le gore. En fait, vous verrez notamment, je vais pas vous le montrer, c'est plus tard dans le comics, mais moi un gag que j'adore avec des yeux et des entrailles. Quand vous le verrez, vous comprendrez. C'est un gag visuel qui est hyper bien pensé. Et puis donc on a cette espèce de dynamisme qui se trouve dans des cadrages ici par exemple, avec cet angle, des codes aussi assez classiques hein, comme les lignes de mouvement ou même des speedlines. Ils mêlent beaucoup de choses en fait. Et ça c'est aussi un autre truc qui fonctionne carrément. On le voit ici par exemple cette grande ouverture de gueule. J'arrête avec ça. Cette grande ouverture de gueule qui se fait en 2 cases, donc on a vraiment l'enchaînement et qui montre la rapidité du mouvement, la façon dont la gueule s'étire. Puis ce petit gag d'avoir à l'intérieur de son corps un petit masque un peu cannibale qui va bouffer sa proie. Enfin voilà. Et le comics est rempli d'idées comme ça. Comme là, par exemple, vous voyez, il a tiré juste avant plusieurs pistolets qui viennent se planter dans un gars et qui eux-mêmes tirent derrière pour buter les autres aliens. C'est rempli et juste après, il va lui-même se mettre des petits bouchons pour tous les trous qu'il a eu. Enfin voilà, tout le comics est vraiment bardé de gags en tout genre, de cet humour complètement délirant et irrespectueux. Les personnages sont très bien dépeints, hein, parce que Lobo, il est d'une brutalité extrême, il est un peu bas de plafond, et en même temps,
pas si idiot que ça, il est capable de quand même un petit peu comprendre ce qui se passe et d'avoir un petit peu de longueur d'avance aussi. Donc voilà, et puis vous voyez, bah, cette représentation, elle est folle, quoi. Déjà, le design est top, avec cette chaîne et ce crochet-là qui va beaucoup utiliser dans le comics et qui en fait une arme vraiment dévastatrice et vraiment enfin, qui va donner lieu à pas mal de gags et de gore. Et puis voilà, regardez cette magnifique double splash page qui est vraiment sublime. Et encore une fois, je vous parlais de la façon de gérer les détails. Regardez les murs du fond avec les tags qui sont très très bien euh, très très bien dessinés au point qu'en fait ils ne gênent absolument pas la lecture. Et pour autant, vous voyez quand même le degré en fait de précision qu'il y a dans les impacts, tout ça. Pareil, les corps en bas des aliens, on garde cet effet de texture. Et puis, il y a ce volume, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve assez extraordinaire. Il utilise beaucoup dans son dessin ce principe de double source de lumière, en fait, qu'on voit ici. Avec effectivement une source de lumière qui arrive au niveau du bras par derrière, comme ça, et une autre qui arrive devant, ce qui fait que ça va lui permettre de tracer cette forme noire et ces petits traits ici qui vont vraiment accentuer le volume. Et c'est quelque chose dans lequel il excelle avec Lobo. Il va utiliser aussi bien les effets de poils que ça, très souvent, pour vraiment magnifier ce volume de personnage. On le retrouve ici un petit peu avec The Mask, et puis c'est très déformé. Et puis même ça en soi, déjà, c'est un gag extraordinaire, en fait, de ce personnage qui se transforme en boxeur tout maigrichon. Il y a ce Lobo massif qui arrive. Et voilà, et tout va être à l'avenant. Là, encore un autre gag, hein, c'est moins visuel, mais c'est un gag extraordinaire aussi, où ils vont être très très méta aussi. Alors, je crois que Deadpool avait déjà commencé, évidemment, She-Hulk avait déjà commencé. Là, ils vont aussi aller à fond un peu là-dedans et pousser ce décalage-là avec ces deux personnages. Voilà, le genre de gag qu'on va avoir quand je vous parlais d'ultra-violence, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Et puis voilà, un autre truc, typiquement, où vous avez ces deux personnages enfin, je veux dire, quasi indestructibles, qui vont s'entretuer et se dégommer en permanence, avec voilà, cet affrontement qui est, encore une fois, très très bien dessiné, mais qui rappelle aussi par ce tournoiement, justement, le film de The Mask avec ce personnage qui tourne, un peu comme le diable de Tasmanie dans les cartoons de Warner. Ce petit détail quand même de la hache avec c'est la lame qui représente un peu un chapeau chinois et donc forcément il y a un design d'un personnage chinois. Voilà, c'est le genre de détail un peu con mais que je trouve est vraiment bien dans la lignée, enfin dans l'idée de ce qu'est cette série. Et puis voilà, un autre aspect aussi, c'est que euh, au-delà du détail, au-delà vraiment de la capacité à gérer l'anatomie, à vraiment proposer toujours quelque chose de visuellement impeccable, euh, il a un vrai sens du storytelling. Là encore, on pourrait se dire que c'est juste du massacre et c'est juste de l'ultra-violence, ça n'a pas d'intérêt. Mais en fait, pas du tout. Euh, c'est extrêmement difficile d'arriver je trouve, à symboliser et en tout cas à représenter le combat de ces deux personnages. D'une part parce que vous en avez un qui est la force brute, qui est Lobo, donc ça peut devenir assez répétitif, et de l'autre, vous en avez un qui a 1000 possibilités en fait, et qui peut faire plein de choses, et qui encore une fois est très cartoon, donc ça oblige les artistes à jouer sur la déformation des corps, sur des perspectives, et là on voit ce gag-là en fait de l'étirement maximum jusqu'au fait que le personnage soit finalement écartelé et soit littéralement déchiré. Ben voilà, c'est le genre de truc qui nécessite quand même, on le voit, des choix d'angle de vue qui restent compréhensibles. On n'est pas que sur de la pin-up, on n'est pas que sur de l'ultra-violence. Voilà, même là, cet impact aussi. Je vous parlais tout à l'heure de cette saisie aussi des bons moments. C'est un truc, je trouve, encore une fois, extrêmement fort. Là, on voit l'impact, on comprend tout à fait l'impact, mais le personnage de Lobo n'a pas encore atterri. Et puis, on va avoir, pareil, ce déchaînement de violence dans le combat entre ces personnages-là, euh, qui est toujours en plus, bon, qui reste drôle, je vous passe les détails sur les dialogues, mais les dialogues sont vraiment aussi très très marrants. Voilà. Et puis on va aller de plus en plus loin, et là franchement c'est vraiment que le début. Ça va aller très très loin après dans le délire. Mais vous voyez que Doug il n'a peur de rien. Et en 2 épisodes, là il va déployer un talent de dingue. À peu près tout dessiner, être excellé aussi bien dans la représentation de la ville
que dans des vaisseaux d'aliens, que dans le gore, là on le voit avec ce gag et tout, que dans le gore, que dans des batailles spatiales, des affrontements vraiment, vraiment délirants. Donc voilà. Et puis je vais finir sur cette partie-là parce que j'étais quand même très tenté de vous montrer un peu la suite, mais ce serait dommage parce qu'il faut vraiment découvrir. Je vous garantis que la suite est du même niveau, voire encore plus dingue. Et puis en plus, ils se permettent une conclusion vraiment maligne, je trouve vraiment bien foutue, qui permet de pousser les potards encore plus loin. Donc, enfin, c'est plus qu'une conclusion, c'est un dernier acte, on va dire. Donc voilà, moi je ne peux que vous encourager à découvrir ça, à regarder aussi ce que fait cet artiste parce que vraiment je trouve que il a un style un petit peu atypique. Alors on pourra évidemment penser rapidement à du Geoff Darrow, à du Nick Bradshaw, à tous ces dessinateurs qui ont ces styles très détaillés. Mais là je trouve que c'est vraiment très très différent. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il y a un côté un peu qui fait penser un petit peu à Francis Leinillieu aussi. Je vais pas dire que c'est un côté un peu crade, mais ça fait pas aussi technique, aussi précis, presque parfois froid que ce qu'on peut avoir chez Geoff Darrow. Alors c'est pas une critique, hein, c'est plutôt dans la façon dont c'est dessiné et la précision. En fait, chez Dogmank, il y a cette abondance de détails, mais il y a quelque chose de très lâché, presque de très rock'n'roll en fait, moi je trouve, euh, dans la façon de faire. Et on le voit ici avec le visage de The Mask complètement sanglanté. On voit qu'il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de travail sur le volume. Et voilà, on ces personnages qui se frappent avec leur langue et tout, vraiment, c'est vraiment de délire. Euh, et en même temps, voilà, ça reste quelqu'un qui va passer sans problème et proposer cette hybridation qui fonctionne entre un style un peu réaliste, enfin plutôt réaliste on va dire pour du comics, très détaillé et en même temps qui arrive à donner toute cette folie, cette contorsion des personnages qui rend crédible cet affrontement. C'est un dynamisme assez unique, je trouve. Je pense à Jason Pearson, par exemple, qui aussi était capable de faire ça. Je vous invite à voir ma vidéo sur sa série Doggy Bags. Non, pas Doggy Bags, Body Bags, pardon. Doggy Bags, c'est le label 619. Rien à voir. Donc, Body Bags, où pareil, en fait, on trouvait ce mix entre un certain réalisme et puis des personnages aux proportions délirantes. Mais Jason Person, c'est un peu plus cartoon. Là, ça l'est pas. Si vous aimez vraiment le comics aussi, un peu dans un style un peu plus crédible, voilà, regardez cette magnifique couverture. Enfin, vraiment, elle est incroyable, incroyable de détails. On peut voir tous ces corps d'aliens, ces tentacules, les textures et tout. Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Et en même temps, cette gueule de The Mask, totalement cartoon. Donc voilà. C'est très drôle, c'est complètement fou. Je parlais des aliens, de la technologie, etc. C'est extrêmement ambitieux. Je trouve que pour un crossover qui aurait pu être entre deux personnages vraiment pas forcément les plus connus et qui aurait pu être un peu bâclé, comme celui de Grifter par exemple, là je trouve que c'est une petite pépite. Si vous aimez Dogmank, c'est, je pense, un de ses meilleurs boulots. Et en plus, encore une fois, c'est extrêmement drôle. Donc vous passera, je pense, un bon moment si vous êtes réceptif à ce genre d'humour et de délire. C'est un peu dommage que ce soit un peu perdu au fin fond de cet album, dont l'intérêt est moindre. Je pense que dans une collection, alors je sais que DC a sorti une collection sur Dogmank, mais je sais, il me semble pas avoir vu que cette série était dedans. Voilà, et c'est un artiste, encore une fois, qui je trouve, pour finir, euh, va très bien avec les monstres. En fait, si vous l'avez vu sur Justice League, moi je trouve qu'il fait un très très bon travail sur Justice League, mais c'est vrai que je trouve que c'est un artiste qui n'est pas forcément fait pour des héros propres. En fait, très lisse. Voilà, il n'a pas l'élégance d'un Alan Davis, il n'a pas cette capacité à iconiser, on va dire, des personnages classiques de comics dans la représentation, j'allais dire, la plus pure ou Silver Age qu'ils ont. Doug Mankey, c'est vraiment presque une espèce de dessinateur underground sous acide qui a bouffé du comics aussi. Il arrive à amener cette sauvagerie, ce côté un peu sale, un peu énergique, rock'n'roll, sale gosse dans le comics. Et c'est vrai que pour des personnages comme Lobo ou The Mask, ça s'y prête vraiment. Euh,
et que encore une fois, même s'il a livré un excellent boulot sur Green Lantern ou Justice League ou Superman aussi, c'était plutôt sympa ce qu'il avait fait dessus. J'aime bien moi le voir, voilà, pousser dans des séries comme ça où voilà où on va avoir des trucs aussi délirants, on va avoir ce côté un peu trash en fait visuellement, ouais, ce masque là magnifique avec cette tête totalement cartoon. Donc voilà, donc je peux vraiment que vous encourager à découvrir cet artiste, à découvrir ce comics. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si ça vous a fait marrer. Autant que moi, je l'ai lu un paquet de fois. Et vraiment, il me fait toujours autant marrer. Je l'ai relu un petit peu avant cette vidéo. Et je trouve ça toujours aussi drôle, toujours aussi bien exécuté. Je trouve que c'est un comic qui n'a pas vieilli, contrairement à son époque, où on pouvait penser à l'époque, quand je vous montrais le truc de Grifter, voilà, que je trouve immédiatement oubliable. Là, je pense que c'est une petite pépite visuellement. Et puis l'artiste est à son top. Donc ça vaut le coup. Donc voilà, Lobo versus The Mask, Doug Mahnke, ancré par Keith Williams aussi, qui n'était pas un encreur que je connaissais particulièrement, mais aussi qui fait un excellent travail parce qu'il faut pouvoir aller ancrer ce genre de truc. Donc n'hésitez pas à vous jeter là-dessus et puis à me dire ce que vous pensez de cet artiste et de ce comics. Et puis je reviens dès que je peux avec une autre vidéo. Je ne prévois plus rien, je n'annonce plus rien parce que le boulot malheureusement me donne pas de garantie d'avoir plus de temps en ce moment. Donc rendez-vous quand je pourrai revenir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.